Lundi matin, en ce lundi matin pour parler empathie des parties prenantes. Voilà, j'ai posé le thème comme ça dès le démarrage. Donc, juste vous redire quelques mots un peu de logistique avant de rentrer dans le fond. Mais donc, on vous invite à vous présenter dans le chat et à poser vos questions, commentaires au fur et à mesure. On va avoir la chance d'avoir trois témoignages et des interludes de questions-réponses entre chaque témoignage. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. On aura vraiment du temps dédié pour un échange spécifique. Euh, du coup, je voulais juste vous redire quelques mots sur l'exploration systémique. Donc, c'est l'association qui organise ce webinaire ce matin. C'est une association que j'ai la chance, la grande chance de co-présider avec Amandine Barthélémy, qui s'appuie sur les travaux de Cyril Tassard sur l'approche systémique depuis 4 ans à peu près, et qui est pilotée avec grand talent par Marion Douroux, qui va animer ce webinaire ce matin. Vous redire que cette association, elle a plusieurs missions. La première, c'est de faire de l'action recherche sur l'approche systémique. Ensuite, c'est d'essayer de coévoluer avec notre écosystème sur les questions d'approche systémique. Bien évidemment aussi d'impulser des transformations et puis de partager. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là de partager nos apprentissages, nos réflexions, mais aussi nos doutes. Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'au sein de l'exploration systémique, on n'aime pas trop partager des certitudes, mais plutôt partager des questions qu'on se pose sur l'approche systémique et des réflexions qui sont au cœur de nos activités en ce moment. On a fait un webinaire il y a quelques mois, en novembre, qu'on avait coproduit avec l'initiative Racine autour de la philanthropie systémique. On pourra vous renvoyer le lien si ça vous intéresse. L'idée, c'est qu'on puisse organiser comme ça des webinaires de temps en temps. Mais concrètement, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous tient, nous, particulièrement à cœur et on pense qu'il est au cœur de l'actualité. C'est le sujet des parties prenantes. Comment on se met en interaction avec des parties prenantes, comment c'est clé quand on pilote un projet d'intérêt général, de prendre conscience de son écosystème, des interrelations et des interdépendances au sein d'un système et plus largement. Et donc, pour prendre conscience de son écosystème, au-delà d'une slide posée où on met différents acteurs, juste pour montrer qu'on a compris qu'on n'est pas tout seul, je pense qu'on l'a tous fait, il y a bien évidemment une question de bien comprendre les parties prenantes, de savoir qui elles sont vraiment, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs visions du problème, quelles sont leurs bonnes raisons de faire ce qu'elles font, même si parfois on a l'impression qu'elles font exactement l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Et est-ce qu'elles sont des clientes du changement? Si oui, pourquoi? Quels sont leurs bénéfices du statu quo? Bref, toutes ces questions qu'on va essayer d'explorer ensemble ce matin. Vous le savez, l'approche systémique est plutôt ouvre une voie pour être apprenant sur son système, pour mieux comprendre la situation, plutôt que de proposer des solutions toutes faites, et donc bien évidemment élargir notre vision de la situation et des responsabilités. Et donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est essayer de passer d'une situation où on se dit, les autres n'ont rien compris, je vais leur expliquer la vérité, à pourquoi est-ce que ces autres pensent comme ça, quelles sont leurs bonnes motivations et comment est-ce qu'ensemble on peut s'articuler pour proposer une autre vision du problème et donc travailler dessus ensemble. Comme on est lundi matin, 9h20, je voulais finir cette introduction par une conclusion de Claude Lévi-Strauss qui dit, plutôt que d'ouvrir les autres à la raison, il importe de s'ouvrir à la raison des autres, car l'autre a des raisons que ma raison ignore. Comme il y a beaucoup de fois le mot raison, je vais vous le remettre dans le chat parce que vraiment ça fait beaucoup de fois le mot raison. Donc ça, c'est les concepts, la théorie, mais une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop par où commencer. Et donc c'est là qu'on va commencer ces trois petits témoignages sur les questions d'empathie vis-à-vis des parties prenantes. Et Marion, je te laisse piloter la suite des échanges. Merci Léna pour cette introduction. Merci d'avoir convoqué Claude avec nous. On a passé quelques jours ensemble dans le cadre de la colo, une autre des propositions que porte l'exploration systémique, et on a partagé beaucoup de citations. Du coup, on est devenu très très fort en citations. On essaiera d'en glisser une ou deux autres si on y arrive. Du coup, moi, Marion, je suis ravie, je suis la barycentre de l'exploration systémique. Donc, c'est moi qui essaye de trouver l'équilibre entre les différentes missions que Léna vient de présenter. Et je suis ravie de, d'animer ce webinaire avec vous. Et je suis surtout ravie d'accueillir Élodie Tesson et Marélie Arrigui d'Insight pour ce premier témoignage. Insight,
c'est une association qui veut faire battre le cœur de nos villages en soutenant les initiatives rurales engagées dans les territoires de grande ruralité pour qu'ils puissent répondre aux bouleversements de notre temps et puis lutter aussi contre ce sentiment de déclassement qu'ils peuvent vivre. En juillet 2024, Elodie et Marélie, qui sont copilotes de l'association, ont participé à la deuxième colo de l'exploration systémique. Et grâce à ça, se sont appropriés pleinement cette notion d'approche systémique au service des enjeux de ruralité qui les préoccupent. Elles nous ont déjà fait le plaisir de partager leur expérience et réflexions dans un webinaire avec Cyril Tassard et l'initiative Racine également, qui leur avait permis de partager un premier retour sur ce que l'approche systémique avait pu apporter et comment elle s'appropriait la fameuse rosace de l'approche systémique et de l'anti-guide. Comment effectivement ça avait permis de renforcer des convictions. Elles vont nous en reparler sur la façon dont, sur un des fondamentaux de leur projet, prendre soin des parties prenantes, comment ça les avait aussi encouragées à aller travailler avec d'autres sur des leviers qui ne sont pas forcément de l'impact direct de l'association. Ce nouvel échange, il va nous permettre euh, d'aller encore un cran plus loin et de vous entendre sur la façon dont vous avez ancré dans votre projet, dans votre organisation, l'un des enjeux qu'évoquait Ena de l'approche systémique, c'est les relations avec les parties prenantes concernées par cette question de la ruralité. Comment on engage ces parties prenantes dans une logique de co-responsabilité, ce que ça veut dire pour les équipes, le projet, ses actions. Dans ce webinaire, on fait le choix d'essayer de vous partager la façon dont ces projets ont essayé de transformer les concepts partagés dans le cadre de l'approche systémique en action. Peut-être pour commencer et compléter mes propos, Elodie, Marélie, est-ce que vous pourriez nous redire, nous dire en quoi l'approche systémique est venue vous interpeller sur ces questions des liens avec vos parties prenantes? Merci beaucoup, merci de nous faire intervenir sur ces sujets-là. Donc plusieurs choses, notamment sur la question des intentions de départ. Donc InSite, on est une structure qui a 7 ans maintenant. Et dans les intentions de départ, il y avait cette question de la place des parties prenantes. Et quand on a créé la structure, de se repositionner, quelles étaient leurs places. Donc nous, on a des parties prenantes à la fois qui sont celles auxquelles on a au premier abord pensé, c'est-à-dire les maires avec lesquels on travaille des communes rurales et les jeunes qui vont intervenir sur ces actions-là. Donc on s'est dit bah, comment naturellement on a envie de les intégrer dans les réflexions pour pas qu'il y ait trop de décalage entre la manière dont l'organisation, l'association pense en tout cas son développement et ses projets directement pour ces parties prenantes-là. Donc on a d'abord fait un travail d'intégration des maires et des jeunes dans notre conseil d'administration. Donc ça, c'était un peu l'étape 1, l'intuition de se dire il faut naturellement que nos parties prenantes fassent partie de notre modèle de départ. Et puis la question de comment on pense la place des équipes en interne et particulièrement des salariés et des administrateurs dans la structure et de comment elles ont une modalité de fonctionnement. Donc dans les intuitions de départ, on avait aussi comment la question de la gouvernance partagée, pour nous qui était l'entrée, nous permettait de pouvoir à la fois intégrer les parties prenantes. Un peu sur celle sur laquelle on a l'action et puis comment la mise en œuvre sur cette action-là de départ. Et puis, on a vu que très rapidement, dans un second temps, on a essayé de structurer ça avec un cercle des maires, à proprement dit, de comment on les met en dynamique, un cercle des jeunes, pour que, en tout cas, dans cette intention de la place des parties prenantes, elle puisse être structurée et aussi formalisée. Ça, c'était aussi dans les intentions de départ. Et puis celle de fond, qui était bah, comment on peut prendre soin, qu'est-ce que ça veut dire le prendre soin. Donc, ça faisait partie des sujets de départ dans la manière, dans la qualité de la relation, dans la manière dont on a envie de faire les choses, comment on prend en considération ce qu'elles ont à dire, mais comment on soigne aussi les espaces dans lesquels on est. Donc un des sujets aussi chez nous, c'est la question de la convivialité et de faire en sorte que dans ce prendre soin-là, il y a la manière dont on entre en relation ensemble dans des temps formels et plus informels. Donc ça, c'était dans les intentions de départ de comment on se met, en tout cas en dynamique sur ce sujet-là, des parties prenantes dans l'organisation et de comment ça fait partie d'un vrai espace de réflexion pour nous et de comment en tout cas le dessin de ce qu'est InSite a rapidement la place de ces parties prenantes-là dans le paysage. Mais ça, c'était il y a 7 ans et depuis, l'approche systémique est passée sur ça et nous a permis en tout cas de travailler un peu plus profondément sur ces sujets.
Bonjour à toutes et tous, pardon. Peut-être en conclusion sur cette première question, et ce que vient de dire Elodie, en fait, l'approche systémique, elle n'a pas en soi révolutionné nos activités. Elle a surtout permis une prise de conscience, de comprendre les mécanismes qui étaient à l'œuvre, de porter une attention à notre écosystème et aussi à nos effets de bord, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Et du coup, de chercher des nouveaux leviers pour nous permettre d'amplifier ces intentions de transformation et clarifier la vision. Et donc, c'est de pouvoir redonner du sens au-delà de l'intuition que décrivait Elodie et nous permettre de maintenir l'énergie. Donc, mais elle a vraiment eu un rôle clé là-dedans pour permettre de transformer du coup un petit peu ces intuitions en une vision et une logique d'action. Marélie, peut-être que justement, fort de cette conscience et de cette envie de maintenir l'énergie sur cette qualité des liens avec les parties prenantes, est-ce que tu pourrais nous illustrer la façon dont cette attention que vous avez se traduit dans votre organisation, dans la façon de mobiliser ces équipes et ces autres parties prenantes? Oui, bien sûr. On a eu une attention très forte avec Hello de pouvoir embarquer. C'est-à-dire que on a toutes les deux, on a participé à l'Explo, on a toutes les deux été très convaincus par l'intérêt de l'approche systémique, sauf qu'en fait, une structure, c'est pas deux personnes. Et donc, il y avait un enjeu fort à pouvoir embarquer l'équipe, de pouvoir passer de quelque chose d'un peu méta et dans nos têtes à quelque chose de conscient de la structure et de l'ensemble de l'équipe. Parce qu'en fait, et c'est ce que Hello évoqué tout à l'heure. Les parties prenantes, les salariés, c'est une échelle clé de parties prenantes. C'est peut-être la première de cette logique de co-responsabilité que vous évoquez souvent dans les questions d'approche systémique. Et donc, notre premier levier finalement d'action vis-à-vis des autres parties prenantes. Donc, on a proposé à Cyril Tassard de nous rejoindre sur un séminaire d'équipe et de pouvoir construire un atelier avec lui de manière à justement pouvoir embarquer. On a eu, en termes de contenu, il y avait un premier temps d'apport parce qu'en fait, c'est quand même un peu rugueux au premier abord, l'approche systémique, même si en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très logiques, mais c'est aussi un peu un gros mot. Donc, c'est comment on arrivait à rendre ça lisible et compréhensible pour tout le monde. Donc, un premier temps d'apport, d'explication, les logiques d'impact direct, de changement systémique, etc. Et une attention très forte à relier ça à notre action concrète, donc aussi à travers le rappel de nos impacts recherchés et donc des changements qu'on pouvait viser, et en particulier deux changements qui sont le fait de rendre les territoires ruraux plus résilients et désirables, et d'autre part de développer des coopérations entre acteurs et actrices de ces territoires pour renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc, réussir à sortir des impacts recherchés par INSEE très spécifiquement pour regarder qu'est-ce qui est nécessaire finalement pour ce que puissent advenir ces deux changements. Et donc, l'idée de l'atelier, encore une fois, cette logique de pouvoir embarquer, c'est de partir des réalités des métiers de chacun et chacune. Au sein de la structure, il y a des métiers qui sont très différents, où on vise, on fait des choses différentes, évidemment au service de la raison d'être de l'association, mais quand même, chacun a des places différentes, encore une fois. Et du coup, on a demandé aux collègues de travailler d'abord en binôme pour réfléchir, partager chacun et chacune à son échelle dans son quotidien, ses actions, les parties prenantes qu'ils rencontrent. Donc, avec le fait de lister la diversité des acteurs dans un premier temps, avec lesquels on parle, on collabore dans le cadre de nos postes. Ensuite, qu'est-ce que font ces parties prenantes? En prenant des différentes, l'enjeu, c'est pas de les avoir toutes ou d'être exhaustif, c'était vraiment de pouvoir réfléchir autour de parties prenantes lesquelles on avait une appétence particulière. Qu'est-ce qu'elles font de génial, de souhaitable, qui nourrissent ce changement visé? Et qu'est-ce que individuellement on fait pour les soutenir? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement de mieux ou de plus ou de nouveau pour pouvoir les soutenir davantage, que ce soit dans le discours, dans la posture, les actions ou les projets qu'on porte. Donc, une fois qu'il y avait eu ce premier temps là, on a ramené à nouveau en binôme le fait de venir aller chercher un petit peu plus loin et de creuser sur finalement ces parties prenantes, qu'est-ce qu'elles font spécifiquement qui peut gêner les changements qu'on vise, qu'est-ce qu'elles ne fait pas ou qu'il faudrait qu'elles fassent, comment elles contribuent finalement au statu quo. Et ensuite, c'est là où on ramène aussi cette question d'empathie. Finalement, c'est quoi ces bonnes raisons à cette partie prenante à ne pas contribuer au changement et à le maintenir ce statu quo? Et dans quelle mesure est-ce que malgré moi, dans mes actions, moi, je viens nourrir ça? Par exemple, est-ce que je fais quelque chose qui les pousse à ne pas agir, à ne pas prendre leurs responsabilités? Est-ce que je nourris certaines croyances?
Et finalement, qu'est-ce que je peux faire autrement? Et donc là, ça a permis vraiment à chacun et chacune des salariés de venir rentrer et de se considérer comme finalement acteur de ces logiques. Et on a conclu avec un temps là, en individuel où chacun a abordé ces fameux PPPPP. Je ne sais jamais, je sais jamais où Il y en a m'arrêter, 5. mais c'est bon, il y en a 5. Donc, les plus petits premiers pas possibles pour voir à titre personnel au niveau de son poste, bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire, quels engagements il serait prêt à prendre pour soutenir les parties prenantes à contribuer au changement. Là aussi, dans les relations, dans la posture, dans le discours, dans les activités, ou encore la manière de mener les projets. Et enfin, une idée plus ambitieuse, plus long terme, à l'échelle de la structure, ou qu'est-ce qu'on aimerait explorer, voilà. Et donc là, ça a vraiment été très puissant dans le fait de pouvoir embarquer et de faire en sorte que la première partie prenante de celles et ceux qui font au quotidien soit dans cette volonté de changement. Et donc, à la fois, ça a permis d'acculturer, ça a permis pour certains et certaines qui étaient déjà intéressés de passer de l'appétence intellectuelle à l'action, à l'envie, de lever pour d'autres, parce qu'il y avait quand même beaucoup de scepticisme chez nos collègues. Parfois, c'était un peu un gros mot systémique, holistique, bilatéral. Bon, ils ont fait un petit bingo. Donc, ça a permis aussi de lever ce scepticisme-là, en se rendant très concrètement compte de comment ils sont acteurs et actrices. Voilà. Et peut-être finalement aussi de développer une vision de comment les activités actuelles, elles peuvent contribuer au changement qu'on vise, qu'on sorte d'une logique de comment on va soutenir la communauté artisan d'idées, plutôt aller vers comment la communauté soutient les changements qu'on vise. Et là, on se rend compte qu'au lieu d'ajouter un truc de plus, ben finalement, on renforce un potentiel transformateur qui est préexistant. Donc, on ne vient pas surajouter, on vient plutôt repenser, transformer potentiellement pour les changements visés. Et très concrètement, on peut l'illustrer. Alors après, on pourra y revenir si ça vous intéresse à travers les journées artisans d'idées, qui était un temps de rencontre qui existe depuis le début, là encore, hein, avec cette fameuse intention de réunir avec plutôt à l'origine l'idée d'un regroupement de volontaires en mission et de leurs référents à l'échelle régionale autour du volontariat rural. Et donc, on a évidemment conservé ce format, mais avec une attention et que les collègues portent désormais beaucoup plus à l'ouvrir aux partenaires, aux élus locaux, de manière à croiser les regards et dépasser la logique d'inspiration et vraiment de provoquer la rencontre finalement. Voilà. Et donc, ça permet de redonner du sens et une intention à l'action pour chacun des postes. J'ai déjà été longue. Merci, merci Maréline. Non, c'est super et on retient cette attention que vous avez au fait de vraiment provoquer la rencontre, ce qui est effectivement, et on y reviendra à travers les autres témoignages, mais c'est intéressant de voir comment vous mobilisez, vous êtes capable, enfin, à travers cet engagement des équipes, capable de mobiliser pour être à l'écoute de, des autres dans leurs intentions, dans leurs bonnes raisons à eux et dans la façon dont on peut effectivement les soutenir pour qu'ils deviennent euh, au service de ces transformations et pas pour les engager pour qu'ils soient au soutien de l'association. Ce qui est un peu, ce qui est un peu forcément, ce qui décale un peu, même si les deux vont dans le même sens. Peut-être donc là, ça permet de voir un peu ce que tu disais initialement, c'est-à-dire comment cette prise de conscience de l'approche systémique renforce l'énergie sur des choses que vous aviez déjà engagées, cette attention, ce soit en partie prenante, cette capacité à mobiliser les différentes parties prenantes, à les mettre les uns avec les autres et les faire se rencontrer dans les lieux, les espaces qui existaient déjà. Est-ce que pour ouvrir et déjà finir ce premier témoignage, est-ce que vous pouvez également partager si et comment ça ouvre pour vous d'autres perspectives, d'autres leviers que vous évoquiez en introduction? Il y a plusieurs choses. C'est en fait, on se rend compte que l'approche systémique, après, ça vient irriguer l'ensemble des travaux qu'on va mener, à la fois dans des logiques qui sont plus stratégiques ou dans des logiques opérationnelles. Si on continue sur l'exemple que citait Marélie sur cette question de la communauté artisan d'idées, qui est notre communauté de parties prenantes élargie, qui s'engage sur les questions de ruralité tant à l'échelle des territoires qu'à l'échelle nationale, là, on va travailler à l'ouverture d'un poste
sur l'animation de la communauté, qui sans l'approche systémique, on aurait construit concrètement sur comment on anime la communauté et comment on regarde nos besoins internes de comment on traite cette question-là de la communauté en interne chez Insit. Et naturellement, l'approche systémique, elle est venue nous questionner, nous challenger sur quelle est la dimension de ce poste-là? Est-ce que notre enjeu stratégique, il n'est pas de le mettre au système de l'écosystème plus large d'Insit qui agit sur les questions de ruralité. On travaille en parallèle de ça sur ces dynamiques-là avec une coalition rurale avec d'autres structures. Et donc, dans le périmètre de construction de ce poste, l'approche systémique, elle nous a complètement réinterrogé sur c'est quoi la dimension? Est-ce qu'il y a une partie de l'action qui est vraiment très opérationnelle Insit pour soutenir, par exemple, les collègues sur la communauté? Mais est-ce qu'on n'a pas la responsabilité d'avoir 50% du temps de travail qui est à disposition de l'écosystème qui travaille sur les questions de ruralité et les questions de jeunesse? C'est clairement jamais une question que je me serais posée sans avoir fait le travail de fond et de la colo, mais aussi de la place de l'approche systémique et aussi de la question de la co-responsabilité. On en parlait tout à l'heure, il y a la co-responsabilité de nos parties prenantes, mais aussi quelle est notre co-responsabilité en tant qu'acteur de notre écosystème dans comment on construit les postes, comment on met aussi à disposition du temps, de l'énergie au service de quelque chose qui nous dépasse. Et clairement, pour moi, un des enseignements de l'approche systémique, c'est comment on arrive à déjà changer les petites choses qu'on met en œuvre avec cette approche-là et comment on l'explique aux équipes quand on a un besoin aussi structurel très fort aux équipes qui nous disent non mais nous on a un besoin et de dire que peut-être c'est pas 100% du poste qu'on va mettre à cet endroit-là qui est le besoin premier de la structure mais peut-être que 70% et 30% qui seront au service d'autres. Il y a comment aussi on argumente ça et le fait d'avoir fait ce travail de fond avec tout le monde permet de sortir juste notre besoin à nous mais vraiment de réfléchir partie prenante, de réfléchir sur notre place aussi dans le système, leur place dans le système, et comment en fait c'est un investissement pour plus tard de quelque chose qui nous dépasse aussi juste dans la construction de ce qui est INSIT en tant qu'organisation, mais plus que ce qui est INSIT en termes de vision et d'ambition en tout cas de changement. Donc très clairement, l'approche systémique, elle nous a permis de nous dire que le poste artisan d'idées qui va sortir dans les prochains mois, sera extrêmement différent de celui que j'aurais construit il y a 7 ans et qu'on aurait construit collectivement il y a 7 ans. Donc rien que pour ça, ça nous met aussi à une autre place dans plein de petites choses du quotidien, mais aussi des besoins de la structure et versus ou complémentairement besoin de l'écosystème dans lequel on intervient. Oh, waouh. Merci, pardon, merci Elodie. Le temps de retrouver le micro. Merci Elodie, merci Marélie de ce témoignage. Merci aussi voilà, de ce partage. Euh, Léna, est-ce qu'il y a des questions dans le chat Mais pour oui, il y a, Marélie et Elodie? il y a deux questions. Du coup, je suis obligée de choisir moi. J'ai cette grande chance de pouvoir choisir la question qui, bref, qui me fait particulièrement écho ce matin. Mais du coup, il y a Lison qui vous demande que vous dites que c'est important de réussir à transformer vos intuitions en vision et en logique d'action. Mais concrètement, comment vous avez procédé et est-ce que vous avez des bonnes idées à partager sur ces intuitions de votre juste place dans l'écosystème, de vos relations avec vos parties prenantes et comment vous le transformez concrètement en opération ou en posture? Voilà, vous avez 5 minutes. Ouais, c'était 2 heures et 3 parties. Peut-être je peux commencer, Hello, et tu complètes. Moi, un des outils qui a été un peu clé pour nous sur cette logique de vision, et c'est dans le cadre de l'exploration qu'on l'a expérimenté, on va dire, c'était, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais Léna, Amandine, vous allez peut-être m'aider. Il fallait écrire notre lettre d'adieu parce que donc on n'avait plus de subventions, donc on était évidemment dans quelque chose de fictif, mais bon, qui a eu un goût de vérité quand même. Où en fait la structure devait fermer, il y avait un arrêté préfectoral qui nous faisait fermer la structure, et donc il fallait écrire notre lettre de tout ce qu'on avait fait, ce dont on se réjouissait, et finalement tout ce qu'on n'avait pas pu faire. Et ça, pour moi, ça a été assez clé dans la construction de la vision, parce que ça nous a permis vraiment de nous poser la question de c'est quoi nos regrets, c'est quoi qu'on n'aura pas réussi à transformer véritablement, parce qu'en fait, on a beaucoup tendance à, notamment dans le reporting, à être dans la mise en valeur de tout ce qu'on a réussi à mettre en place, et plutôt dans de l'impact direct et de la valorisation de l'impact direct. Et là, ça nous mettait un gros projecteur sur tout ce qu'on n'avait pas transformé.
Et donc, en creux, ça nous a permis de réfléchir plus clairement sur c'est quoi la vision qu'on a envie de mener, c'est quoi les transformations sur lesquelles on a envie de pouvoir appuyer. Et de là, on a pu commencer à construire et à se mettre en réflexion. Et après, sur le fait de le passer en logique d'action, là, moi, je trouve que c'est vraiment dans le cadre du séminaire et dans le fait de le remettre au collectif et au travail avec l'équipe, qu'en fait, chacun à son endroit, plutôt que partir d'un truc qui serait notre vision descendante, on va dire, repartir sur quelque chose de beaucoup plus ascendant, de chacun dans son métier à son endroit, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre, notamment avec les fameux PPPPP qui était envisagé. Hello, je te passe la main. Non, non, j'aurais pas dit mieux. Il y a vraiment cette logique-là de à quel moment aussi la vision, elle se nourrit déjà de l'existant et qu'on n'a pas réinventé et qu'en fait, la systémie, les collègues, ils en font tous les jours, on en fait tous les jours. Et il y a aussi d'arriver à prendre le temps, de juste faire la pause. Et c'est pour ça que le temps et individuel et collectif est important. L'individuel pour se rendre compte, de se rendre compte de ce que je fais moi concrètement dans de l'action opérationnelle qui contribue à ça et le temps collectif pour, entre guillemets, arriver à fédérer ça et en faire de la vision. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir pris le temps de formaliser pour que les actions aussi opérationnelles soient l'ingrédient premier de la question de la vision et pas aussi on a une vision et après on l'opérationnalise. Je trouve que c'est ces allers-retours aussi entre les deux, entre de la vision, de l'intention de départ et la mise en œuvre opérationnelle et l'opérationnalité réelle qui construit, qui fait que ça nous a permis en tout cas de pouvoir intégrer ces concepts-là et que ça reste pas juste un concept un peu large, mais vraiment que ça nourrisse en tout cas l'ambition INSEAD 2030 là qu'on va essayer de faire. Merci, merci beaucoup, merci pour cette réponse. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Léna choisira la question qui lui plaît. On aura un autre moment en fin de webinaire après les autres témoignages pour reprendre des questions, y compris pour Élodie et Marélie. Du coup, de manière complètement arbitraire et subjective, je retiendrai de votre échange les mots qui m'intéressent aussi. Du coup, vraiment, cette intuition, cette conviction de la rencontre, ce pouvoir aussi de la convivialité que vous utilisez, cette capacité à mobiliser les équipes et à se dire, chacun à son niveau, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour soutenir et qu'est-ce qu'on fait qui encourage les gens à rester, les autres parties prenantes, à rester dans leur mode de fonctionnement ou au contraire à bouger au service de la transformation du système qu'on veut. Euh, et puis cette logique de, de, de se mettre autant au service de son projet que de son écosystème. Gros défi, c'est bien, c'est parce que avec vous, on fait fil rouge, vous pourrez venir faire un témoignage sur comment on manage un poste qui est autant au service de son projet, de sa communauté que de son écosystème. Merci à toutes les deux pour votre temps et votre partage. On va enchaîner avec un deuxième témoignage avec la 27e région. Alors, je pense que Anne Tavernier et Stéphane Vincent sont là. Oui, on est là. Vous pouvez ouvrir les micros, c'est votre tour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc la 27e région, pareil, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à rechercher, mais c'est une association qui est un laboratoire de transformation publique qui expérimente et teste à travers différents programmes de nouvelles méthodes pour améliorer les politiques publiques et le faire en collaboration avec les collectivités territoriales. Euh, Stéphane, donc, qui va participer à ce webinaire, est cofondateur et dirigeant de l'association. Il a également participé à cette colo qui débutait en 2024 avec Sylvine. Et ils ont ensemble capté dans l'approche systémique de quoi ouvrir des pistes de travail dans les différents programmes de l'association. Et aujourd'hui, ils avaient d'ailleurs, vous pouvez aller voir, fait un retour sur leur participation à cette colo sur leur blog, ce qui nous a donné envie de faire la même chose pour la nouvelle colo. Donc, on s'est inspiré et c'est très intéressant de lire leurs témoignages. Aujourd'hui, c'est Anne qui va nous présenter comment cette question de se mettre en empathie avec,
avec les parties prenantes, a pris corps dans un des programmes de la 27e région, le programme Tronc commun, qui est une recherche-action pour explorer, construire, partager de nouveaux modèles de gouvernance pour des forêts en transition. Et plus particulièrement, elle va nous parler du projet de la Vigot Lab dans les Vosges, où il a été question de voir comment travailler sur ces enjeux de gouvernance et de transition, et où à un moment donné, il a été ressenti comme pertinent et nécessaire d'aller avoir une lecture empathique des, d'une partie prenante en particulier, les propriétaires forestiers. Euh, Peut-être Anne, pour commencer, de raconter en fait pourquoi à un moment donné on décide de faire une enquête et d'aller se questionner sur ce que pensent les propriétaires forestiers. Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, bon, tu as déjà pas mal expliqué ce qu'était ce programme, mais peut-être que je peux quand même en dire deux mots très rapidement. Tronc commun, c'est un programme qui s'intéresse, un programme de recherche-action, donc le type de programme qu'on mène à la 27e région avec des partenaires publics qui s'intéressent à la gouvernance collective des espaces forestiers, considérant le parti pris, c'était, enfin l'hypothèse en tout cas qu'on a posée au démarrage, c'était de se dire, dans un contexte où les forêts sont de plus en plus menacées et fragilisées par le changement climatique. Euh, Peut-être que envisager des formes de gestion et de gouvernance plus collective de ces forêts qu'on a un peu appelées des communs forestiers pourrait être une hypothèse plus soutenante pour arriver à des gestions, enfin en tout cas à prendre en charge plus collectivement cette ressource et de manière plus pérenne. Et donc, on avait trois terrains d'expérimentation, un en Gironde, un en Normandie et un dans les Vosges, avec chaque fois des partenaires publics embarqués dans la démarche. Et donc, effectivement, dans les Vosges, le contexte, c'est un contexte de... Donc, la Vigotte Lab, c'est un hameau dans les Basses Vosges qui tente d'expérimenter ce que pourrait être une dynamique biorégionale, en fait. Donc, comment on utilise euh, les ressources disponibles à l'échelle de la biorégion, donc de la vallée, en fait, pour les besoins des habitants et comment tout ça s'inscrit dans une gestion durable et de préservation de la ressource, en l'occurrence ce bois, mais aussi plus largement, eux, ils s'intéressent aussi à la préservation de l'eau, enfin voilà, dans le temps. Et donc, ils sont venus vers nous avec cette demande de construire enfin de s'intéresser à comment on met en œuvre une gouvernance collective autour de ce commun forestier qu'ils essayent d'impulser. La difficulté qu'on a vite rencontrée, c'est que en fait, enfin, le commun, il est beaucoup dans la tête des fondateurs, enfin, ou en tout cas des porteurs du porteur de la Vigotte Lab, du porteur du projet, mais il n'y a pas vraiment toutes les composantes d'un commun, à savoir la communauté. Enfin, si la ressource, elle est là, mais la communauté, elle est quand même pas hyper mobilisée. Enfin, il y a quelques personnes un peu mobilisées, mais qui se considèrent pas comme partie prenante d'ailleurs d'un commun forestier, hein, qui sont plutôt des habitants locaux, enfin, ou des voisins qui s'intéressent de près ou de loin au projet, et puis un peu des chercheurs, enfin voilà, voilà, quelques parties prenantes diverses. Et puis il y avait ces propriétaires forestiers qui sont donc eux très loin de la dimension de commun forestier, hein, qui sont en fait une famille de propriétaires. Donc par le jeu un peu des successions, le nombre de propriétaires a tendance à s'accroître. Euh, et donc, c'était une propriété familiale au démarrage. Et puis aujourd'hui, ils sont six ou sept propriétaires, quoi, avec des morceaux de parcelles autour de enfin, sur ce bio-hameau. Euh, et donc en fait, très vite, et puis à côté, il y a une forêt communale, et donc il y a aussi l'enjeu, et c'est aussi pour ça que nous, on intervenait sur ce projet, hein, il y avait aussi l'enjeu, en fait, d'essayer de faire commun, enfin, en tout cas, d'être dans d'explorer des formes de gouvernance collective avec les propriétaires publics, et donc les communes voisines. Euh, et donc, à ta question, pourquoi ça nous a paru
important à un moment donné d'aller s'intéresser plus précisément à la posture des propriétaires et à leurs préoccupations, parce qu'en fait c'était ça notre angle notre angle, ça a été d'essayer d'interroger quelles étaient les préoccupations des propriétaires, parce qu'il nous semblait que dans le projet il y avait l'envie, en tout cas de l'association La Vicote Lab qui pilote. euh, de créer cette communauté de parties prenantes autour du commun, sans forcément trop embarquer les propriétaires justement qui étaient un peu extérieurs à cette histoire de commun forestier et qui fondamentalement n'étaient pas hyper enthousiastes, enfin en tout cas soit un peu dubitatifs, soit plutôt neutres de prime abord. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était un frein hyper fort, quoi, puisque en fait, c'est quand même ces propriétaires forestiers qui ont la responsabilité in fine de la gestion de ces parcelles forestières, qui mènent des actions de gestion au quotidien, d'entretien, de coupe de bois, etc. Et que du coup, cette communauté balbutiante de parties prenantes, habitants, chercheurs, etc., qui commençait à constituer, elle n'avait pas vraiment de légitimité en fait à intervenir. Nous est paru quand même hyper stratégique d'aller chercher ces propriétaires forestiers, même si c'était des parties prenantes qui étaient très éloignées et pas forcément si facilement mobilisables que ça. Et donc, effectivement, le prisme, ça a été de s'intéresser à leur, d'essayer de comprendre quelles étaient leurs préoccupations. Et Peut-être c'est ça que tu peux, pardon, oui, j'allais, pour ce faire, euh, on a engagé un travail en fait, d'enquête auprès d'eux, hein, qui a pris la forme d'un questionnaire. Avec des questions pour essayer de comprendre en fait quelle était leur perception, enfin quel rapport ils entretenaient à la forêt dont ils étaient propriétaires, en sachant que c'est une propriété familiale, donc ils ont aussi des enjeux affectifs euh, liés au fait que c'était de la propriété de leur famille, quoi, de leurs aînés. Euh, Enfin, voilà, c'était une sorte de questionnaire semi-directif, donc d'entretien téléphonique, hein, en fait, avec chacun, où voilà, les questions, c'était, enfin, je peux vous en citer deux, trois, peut-être si tu veux que je sois très concrète. oui, allez, allons-y, soyons très concrets. Euh, quel lien entretenez-vous aujourd'hui avec votre forêt d'un point de vue émotionnel? Quels sentiments vous traversent? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous concernant cette forêt? Comment vous l'imaginez dans 50 ans, dans 100 ans? Euh, alors après, on a essayé de les emmener quand même sur la question de commun. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme de commun? Euh, on leur a posé des questions sur les compétences pour essayer de comprendre à quel endroit ils se sentaient aussi en difficulté dans la gestion de leur forêt. Donc, comment avez-vous fait pour acquérir les compétences liées à l'entretien et la gestion de la forêt? Qu'est-ce qui vous intéresse précisément dans votre rôle de propriétaire forestier? Euh, euh, est-ce que Est-ce qu'à un cela... moment donné, parce que vous y allez avec, en connexion avec ce projet de transition, de commun forestier. Enfin, ce que j'avais trouvé intéressant dans notre échange en préparation, c'est de se dire, dans cette enquête, on voit bien dans les premières questions que tu poses, on ne va pas directement au sujet, c'est-à-dire frontalement, on leur dit pas, est-ce que vous êtes d'accord, comment on pourrait aller vers plus de commun, ou quelle est votre place dans un commun forestier. Donc vraiment, vous prenez le parti à ce moment-là de questionner sur, en évitant un maximum de biais liés à l'intention du projet. Oui, ben, ce qu'on cherchait à comprendre, c'était effectivement quels étaient leur positionnement à eux, leurs préoccupations. Enfin, on l'a beaucoup formulé comme ça. Mm. Euh, Quelles sont vos préoccupations à vous en tant que propriétaire? Est-ce que vous vous sentez en difficulté dans votre rôle de gestionnaire forestier? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Quel lien vous entretenez avec cette forêt? Euh, Est-ce que ça génère de la complexité pour vous? Est-ce que vous vous sentez plutôt là, il y avait une question, quel propriétaire êtes-vous? Investi, proche, détaché, exploitant, euh, laissant libre cours, plutôt envie de laisser libre la forêt en libre évolution. Enfin, en fait, l'enjeu, c'était aussi de comprendre leur posture de propriétaire. Donc, effectivement, on avait un peu en toile de fond cette idée de se dire, en partant de leurs préoccupations,
on va peut-être pouvoir s'appuyer là-dessus pour essayer de mieux qualifier qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer en fait pour les embarquer possiblement dans une dynamique plus collective. Euh, euh, Enfin voilà, on n'avait pas spécialement. Enfin, je crois que du côté de l'équipe de la Vigotte, ils avaient déjà tenté pas mal l'approche d'essayer de les convaincre que ça allait être super chouette de faire commun et ça n'avait pas vraiment marché. Donc nous, on était nourris aussi pas mal d'une formation qu'on avait fait récemment, enfin la formation que Stéphane et Sylvie avaient fait avec vous, et puis on avait fait une autre formation à la maturité coopérative, donc sur les questions de coopération et donc comment on va chercher euh, les motivations intrinsèques à chaque partie prenante pour faire ensemble. Et donc on a essayé d'explorer ça à travers ce travail avec les propriétaires. Et du coup, comment ensuite, comment vous partagez, comment vous rendez lisibles, visibles ces retours des propriétaires et qu'est-ce que ça permet de faire ensuite pour le projet, d'être rapidement? Alors, ouais. Tu veux que je partage le document là qu'on a produit? Si tu veux, oui. Euh, Alors, je vais essayer de vous le partager, peut-être rapidement, mais pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Euh, c'est ça. Alors, est-ce que ça marche? Moi, je vois. Vous voyez un document qui s'appelle, qui est un peu long à charger, mais celui-là, Livret d'exploration de la propriété forestière. Donc ça, c'est un document qu'on a produit à l'issue du coup de ce travail avec les propriétaires. L'enjeu, il était un peu d'arriver à leur restituer ce travail-là, parce que une fois qu'on a eu fait ces entretiens individuels, il y avait un enjeu de mise en commun et de comment on tentait de rendre visible en fait leurs préoccupations respectives auprès des uns des autres, considérant que en fait le constat qu'on avait fait, c'est qu'ils avaient beaucoup de relations informelles. Enfin, c'est une famille avec des liens plus ou moins proches, mais en tout cas, c'est quand même une famille, donc avec un mode d'organisation qui est beaucoup sur l'informel, mais où en fait ces questions-là de quelles étaient leurs préoccupations en tant que propriétaires n'étaient pas forcément posées sur la table quoi, entre eux. Et donc, on avait notre réflexion, c'était comment on arrive à leur retransmettre ça de manière un peu sensible, enfin, tout en gardant en fait la dimension sensible qui était ressortie des entretiens. Bon, là, c'est la présentation peut-être ça, je vous le raconte rapidement. Donc, bon, je vais vous montrer plus précisément, mais en gros, on a restitué l'enquête sous la forme d'artefacts, qui sont des représentations visuelles euh, de certains verbatims qui nous semblaient particulièrement inspirants, issus des entretiens, pour garder justement cette dimension sensible et pas transformer leurs propos. On a traduit ça, on a regroupé en fait ces artefacts en un ensemble de préoccupations et l'enjeu c'était aussi qu'ils puissent se rendre compte qu'il y avait des préoccupations finalement assez communes. Alors pas toujours, mais qu'en tout cas certains avaient des préoccupations communes les uns avec les autres et que c'était peut-être là-dessus qu'on allait s'appuyer pour essayer d'identifier un ensemble de défis, euh, donc qui sont des sortes de, de grands défis issus des défis à relever au regard des préoccupations identifiées, et puis ensuite quelques leviers d'action et outils juridiques qui pouvaient apporter des réponses ou des choses à explorer autour de ces défis. Donc là, on a... Le temps file. Anne, peut-être tu peux Ouais, nous présenter effectivement c'est quoi un artefact, eh comment on le ben, c'est présente ça. de manière un peu sensible, et puis après on laissera compléter avec des questions. Et ben, un artefact, c'est ça, par exemple. Donc là, c'est une pomme de pin. Donc on en avait fait plein et puis on les avait découpés, on les avait un peu suspendus dans l'espace. Enfin, on avait fait une petite mise en scène, mais il y a aussi ce livret qui les reprend tous. Où par exemple, il y a voilà, une verbatim issue d'un entretien. La forêt, j'y allais très souvent quand j'étais enfant. C'était un vrai terrain de jeu. On y faisait des cabanes ou des batailles avec des pommes de pin. Avec les cousins, aujourd'hui, c'est toujours un lieu de promenade. J'y reviens quand j'ai l'occasion, notamment pendant les vacances. Voilà, donc en gros, un artefact, c'est une sorte d'objet symbolique qui va venir faire écho au verbatim qui est retenu
voilà, qui est une façon en fait de restituer. Donc on en a identifié plein. Bien, donc là on explique le mécanisme, mais à la fin on a effectivement remis tous les artefacts, donc il y en a une trentaine peut-être. Et puis on s'est amusé un peu avec les propriétaires à les classer par thématique. Voilà, ce qui a permis effectivement de faire émerger des grands axes de préoccupation autour de leur attachement à la forêt, des enjeux de transmission de patrimoine et de gouvernance, des enjeux de connaissance, légitimité, asymétrie d'information pour arriver à prendre en charge la gestion de leur forêt, et puis plutôt des préoccupations autour de la vision et des enjeux de préservation de leur forêt. Merci Anne pour cette présentation. Donc, partir, enfin si je reformule, c'est partir un peu des préoccupations, de leur propre rapport, y compris sensible à cet objet, et essayer de repérer, comme tu le disais, des enjeux, des intérêts communs, et plutôt que d'essayer de les convaincre, voir à partir de leurs préoccupations à eux, ce qu'on pourrait leur proposer dans un projet de commun qui répondent aussi à ces préoccupations. Je laisserai peut-être des questions émerger. Merci pour cet exemple très concret. Peut-être en transition, pour finir sur ce témoignage, ça c'était la façon dont du coup, vous avez construit cette dynamique d'empathie, d'écoute des parties prenantes sur un projet particulier. Je crois que Stéphane est également présent. Est-ce que Stéphane, tu peux partager avec nous d'autres perspectives que ça ouvre, cette question de l'écoute, de l'empathie avec les parties prenantes au sein de la 27e région et des différents programmes? Avec plaisir. Moi, je voulais citer un autre exemple concret sur lequel on travaille depuis un an, qui est la question de la coopération entre la communauté de la recherche et les collectivités locales. En fait, c'est un sujet qui a pas mal d'années. C'est-à-dire que les universités signent des accords, les présidents d'université signent des accords avec la métropole. Je sais pas, l'université de Rennes signe un accord avec le président de la métropole de Rennes. Et on imagine que ça va créer des tas de coopérations entre les agents publics, les élus, les chercheurs. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il y a pas mal de programmes qui naissent de ces coopérations. Il y a pas mal de doctorants. Maintenant, il y a un dispositif qui s'appelle les CIFRE, qui permet à des doctorants de travailler en collectivité avec une partie du financement pris en charge par la collectivité. Donc, en apparence, tout va bien, mais en fait, depuis plusieurs années, on se questionne sur les effets réels que ça produit. C'est-à-dire que il y a des programmes qui naissent, il y a des recherches qui naissent, mais en fait, il y a un peu une boîte noire sur les effets réellement produits. Or, nous, on pense que c'est très important que dans les mois et les années qui viennent, et vu le contexte, pour protéger la science, parce on pense que ça joue aussi à l'échelle des territoires, il faut que ces formes de coopération se renforcent, mais il faut qu'elles se fassent dans une coopération. Aujourd'hui, on est un peu dans un stade de collaboration. Chacun trouve un peu ses petits, chacun y trouve un peu son compte, plus ou moins, mais il faudrait faire œuvre commune, quoi. Il faudrait qu'on soit dans des formes de coopération beaucoup plus sincères, qui partent beaucoup plus du réel. Et donc, on a lancé une première enquête, un peu comme on l'a fait dans Tronc commun. On a réuni à deux reprises d'abord un groupe de chercheurs réputés pour avoir des collaborations fréquentes avec les collectivités. Et donc, on a eu 2 heures en Zoom avec eux. On a eu la même session à l'inverse avec des collectivités, des agents de collectivités ou des élus qui avaient une habitude de travail plus ou moins grande avec les agents. Et en fait, on les a interrogés sur les problèmes. Enfin, on s'est rapidement aperçu que ce dont ils avaient envie de parler, c'était les problèmes de ces coopérations. Et ces problèmes, ils sont nombreux. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une méconnaissance complète de ce qu'est la recherche. En tout cas, derrière le mot recherche, par exemple, les collectivités mettent pas la même chose que les chercheurs eux-mêmes. Entre deux chercheurs, il n'y a pas nécessairement non plus la même vision de ce qu'est la recherche. Les chercheurs, ils regardent un peu le monde à travers leur discipline. Les questions de gouvernance et d'intendance, dont on voit bien dans un programme comme Tronc commun qu'elles sont essentielles, les chercheurs, ils ont tendance à considérer que c'est de l'intendance, que ça, peu importe qui prendra, en tout cas, du moment que c'est eux qui prennent les décisions, ça leur va bien. Du côté des collectivités, ils sont pas prêts, ils n'ont pas une culture
expérimentale. Donc, eux, faire des hypothèses, les tester, etc., c'est quand même une culture qui est pas celle de ce qu'on appelle le New Public Management, qui est quand même encore la culture dominante. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion et beaucoup de souffrance de part et d'autre en réalité. Et, euh, et du coup, on a, sur la base de ces deux entretiens, d'abord, c'est le début d'un programme de recherche qu'on veut mener maintenant avec l'ADEME notamment, hein, parce que c'est un enjeu national, hein, la question de la coopération entre acteurs publics et recherche. Mais on a voulu quand même livrer tout de suite quelque chose et on a livré, je vais envoyer un des articles, on a livré deux autodiagnostics, un pour les chercheurs et un pour les collectivités, en disant voilà, fort de ce qu'on a compris, voilà 7 conseils, un peu genre trousse de secours, kit d'urgence que vous, collectivités, vous pourriez adopter pour mieux travailler avec la recherche, d'une part, et un autre kit pour les chercheurs qui, des fois, pensent que c'est le problème, il est du côté des collectivités, et en fait, c'est eux, chercheurs, qui n'ont pas du tout compris comment fonctionnait une collectivité. Donc voilà, ça a permis, moi je dirais que cet exercice, pour l'instant, il a permis de poser davantage, moi je dis des fois, on les a aidés à ranger leur chambre, c'est-à-dire qu'ils ont identifié quels problèmes il y avait. Il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de rémunération, il y a des problèmes de... Il y a tout un tas de problèmes que ce travail a commencé à permettre un peu d'étaler, hein. On y voit plus clair, les choses sont un peu, les problèmes sont un petit peu mieux identifiés et révélés d'une certaine manière. Et puis on s'est aperçu aussi que en fait, il se voit souvent dans un huis clos entre chercheurs et agents ou élus. En fait, c'est tout un écosystème dans lequel les agents, les chercheurs, ils savent que ils ne seront pas jugés sur le fait qu'ils travaillent bien dans l'intérêt général ou pour les collectivités, mais sur le nombre d'articles qu'ils vont publier au cours de leur carrière. Donc, comment on fait à partir de problèmes comme ça, que du côté des collectivités, elles ne peuvent pas se contenter d'avoir des recommandations, enfin des rapports de recherche. Donc, il faut plutôt que ça soit des démarches de recherche-action ou de recherche et développement pour qu'il y ait des solutions à la fin. Ben voilà, ça a permis de densifier un peu la question de cette coopération, mais c'est que le début. Là, ce qu'on compte faire, c'est appliquer un des exercices qui nous a bien plu dans la formation sur la systémique, c'est ce qu'on appelle la cartographie systémique des parties prenantes. Et on est en train de prendre un ou deux programmes de recherche. Il y a quand même des programmes de recherche qui durent 10 ans avec pas mal d'argent. Mais peut-être si ces programmes démarraient par faire un travail de représentation de leur écosystème, en comprenant mieux euh, ce que chacun fait là, avec quel problème il est là, et comment ces questions peuvent interagir entre eux. Donc on va sans doute essayer d'appliquer cette cartographie à un ou deux programmes existants et d'une certaine manière, on les aide à adopter eux-mêmes cette pensée plus systémique parce que tous chercheurs et collectivités ils sont très dans des silos, ils voient le monde un peu à leur prisme. Donc voilà, on pense que ça va être un vrai plus. Donc voilà un Merci. des champs sur lesquels on voudrait l'appliquer. Merci. Du coup, très intéressant de voir bah, déjà comment concrètement, à travers votre exemple, l'exemple de Anne, on part en enquête et comment on restitue et comment on n'essaye plus de convaincre, mais de partir des intérêts propres à chacun. Et puis aussi, là, à travers ce que tu nous disais, Stéphane, comment effectivement on aide aussi on aime bien dire, on aide le système à prendre conscience de lui-même et comment on aide les chercheurs et les collectivités à prendre conscience de la façon dont ils contribuent aussi à des difficultés au sein de ces coopérations, chacun à leur place. On reviendra peut-être en fin de session de webinaire sur des questions. Je voulais vous présenter le troisième témoignage. Du coup, je m'auto-introduis, c'est génial. C'est comme ça, je suis sûre de moi. On voulait revenir avec vous sur une journée qu'on a organisée, les Murmures, en juin dernier.
Et c'est une journée dans laquelle on a essayé de faire vivre un peu cette dynamique empathique et du coup, on voulait revenir avec vous et et vous le présenter. Cette journée des murmures, c'est une journée qui réunissait à peu près 70 personnes du secteur avec l'ambition pour nous de mieux faire comprendre cette approche systémique et de pouvoir effectivement vivre ensemble une réflexion systémique autour de notre propre écosystème. Euh, Léna, est-ce que je te laisse projeter? Oui, bien sûr, mais vas-y, commence du coup. Voilà. Du coup, on a mis au travail ces parties prenantes, donc issues avec des profils variés, plus variés que ceux qu'on trouverait au sein d'une seule association, pas encore assez variés pour représenter tout l'écosystème, bien entendu, des associations, des mécènes philanthropes, des accompagnateurs, évaluateurs, et on a voulu travailler ensemble sur la prise de conscience de notre propre fonctionnement en tant qu'écosystème. On a invité des gens avec qui on était en lien, dont on savait qu'ils étaient déjà engagés sur ces dynamiques-là. Et on a commencé par vouloir par partager autour de ce qui fait symptôme dans notre écosystème. Pour repérer un peu les sources de problèmes de dysfonctionnement, on est allé chercher les symptômes. On a parlé et fait témoigner des acteurs qui travaillent sur les enjeux de santé mentale, des dirigeants de l'ESS avec le programme Inspire. On a parlé de ce qui empêche de mettre son énergie au bon endroit, en faisant témoigner justement Élodie sur la lettre d'adieu, mais en essayant aussi de se dire, est-ce que si on ne met pas, nous, association, notre énergie au bon endroit, ce ne serait pas la faute des mécènes? On a fait témoigner euh, des mécènes qui nous ont expliqué leur façon de voir les choses. Du coup, après, on s'est dit que ça devait être la faute des évaluateurs. On les a fait témoigner aussi pour qu'on comprenne que c'était pas forcément ça. Et puis, on a essayé de dégager à partir de là un modèle, ce qu'on a appelé, nous, un logiciel qui donne une lecture de la manière dont notre système fonctionne très, très bien et en fonctionnant très très bien, génère aussi ces symptômes et font émerger ces problèmes. Nous, on l'a appelé le logiciel de la fuite en avant solutionniste. C'est un logiciel où on attend des associations qu'elles trouvent des solutions à des problèmes sociétaux, et si possible en les rendant suffisamment clairs et simples pour que leurs parties prenantes comprennent de quoi elles parlent, et facilement solutionnables, donc en évitant de rentrer dans la complexité des dits problèmes qu'on ne comprend pas forcément si bien. On est plutôt très au fait des besoins sociaux qui émergent de ces problèmes plus que de la situation qui génère ces problèmes. On a aussi, c'est un logiciel dans lequel il faut avoir beaucoup d'assurance sur la dite solution, pouvoir dire qu'elle est, si possible, qu'elle est innovante, qu'elle produit des résultats tangibles, mesurables, et que on a juste besoin, entre guillemets, hein, bien entendu, de la déployer à grande échelle pour avoir un maximum d'impact. Donc ça, c'était une façon d'exprimer quelque chose qui nous semblait faire problème, à la fois montrer le fonctionnement actuel et un fonctionnement qui peut faire problème. Et pour comprendre ce qui faisait tenir ce modèle, pourquoi on est tous engagés, bon an, mal an, dans cette fuite en avant solutionniste, on a voulu comprendre un peu mieux, justement, comme c'était évoqué au-dessus, la co-responsabilité, précédemment, la co-responsabilité des différents acteurs au fait que ce système fonctionne si bien de cette manière-là. Et on a utilisé un outil d'intelligence collective qu'on connaît bien en général, qui est le Word Café. Et pour se mettre au service de cette meilleure compréhension. Du coup, dans ce Word Café, ça se passe comment? On a créé trois groupes composés de personnes de tous les profils et on les a amenés à prendre la place, à mettre le chapeau, soit des associations, soit des mécènes, soit d'une autre partie prenante, évaluateurs, évaluatrices, acteurs publics et accompagnateurs. Et dans un premier temps, on leur a posé trois grandes questions et à chaque question, on leur a demandé de changer de rôle, c'est-à-dire de se mettre encore à la place de quelqu'un d'autre.
Au départ, on a voulu qu'ils s'interrogent sur la façon dont on est co-responsable du fait que ce système existe. Donc, comment, en tant que, si je suis sur la table des associations, en tant qu'association, je contribue à renforcer ce logiciel de fuite en avant solutionniste, même s'il ne me plaît pas. En quoi, dans mes pratiques, mes postures, mon mode de fonctionnement, je soutiens le fonctionnement de ce système, en quoi je suis pas pris, je ne suis pas que pris malgré moi et à cause des autres dans ce système, mais j'y contribue. Et puis, quelles sont les bonnes raisons pour ça? En quoi c'est logique pour moi de faire ça, voire même quels bénéfices je retire à ce fonctionnement, même si, encore une fois, il peut être source de problèmes. Parce que l'idée, c'était vraiment de se dire que même si on a l'impression que c'est pas ça qu'il faut faire, il y a une logique derrière qui est la logique propre de chacune des parties prenantes, et puis aussi pour reconnaître finalement les avantages à une forme de statu quo qu'on a déjà évoqué. Et pour finir cet atelier, on leur a demandé de se demander si quelle pourrait être la juste place de cette partie prenante, quels sont les changements qu'elle pourrait amener pour faire évoluer ce logiciel à son échelle à elle, individuelle, d'organisation, à une échelle collective de pairs, voire à l'échelle de l'écosystème. Et ça permettait là aussi de mettre le doigt sur cet effort de co-responsabilité. L'intérêt, c'était que dans le World Café, si vous avez déjà participé, on tourne de table. Et du coup, au moment de cette troisième question, on est une troisième partie prenante, mais on a déjà réfléchi à la place des deux autres parties prenantes. Et du coup, on peut un peu mieux ne pas faire la liste à l'après-vert de il faudrait que les autres changent, mais se mettre effectivement en situation de se dire qu'est-ce que moi je peux changer pour aider les autres aussi à changer. Euh, on a conclu cet atelier en demandant, ces temps collectifs, en demandant à chacun de faire atterrir cette réflexion à son propre niveau d'action, un peu dans la logique et inspiré d'ailleurs du travail qui avait été fait avec InSite, en se disant comment, une fois qu'on a visualisé un peu les enjeux de l'écosystème, comment je peux à ma place, moi, contribuer au changement, quel peut être mon plus petit prochain pas possible pour faire en sorte de faire bouger ce logiciel, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je peux, avec quel adversaire accidentel éventuellement je peux retourner échanger et dans des logiques aussi plus collectives. Euh, Qu'est-ce que ça a permis de faire cette méthode de Word Café? C'est pas le lieu là de vous présenter tous les résultats sur le fond de comment on transforme le logiciel solutionniste, mais euh, on avait fait des enregistrements de ces débriefs, de ces engagements que j'ai réécoutés avec un peu de distance. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en partant d'une définition d'un problème, alors, euh, on est capable, on est plus facilement capable, et d'un problème sur lequel on est à peu près d'accord, on est plus facilement capable de re-questionner ses pratiques et de se remettre en perspective, de dire comment moi aussi je contribue à ça. On voit aussi qu'il y a énormément de bonnes raisons de le faire et que ça génère aussi beaucoup d'idées. Et en termes d'effets sur les parties prenantes, peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient présents dans cet atelier et peuvent dans le chat partager. Nous, ce qu'on a vu, c'est que et il faudrait qu'on aille réinterroger les gens pour voir comment ça s'est transformé. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça a donné à une certaine personne qui était présente l'envie d'ouvrir d'autres espaces d'échange et de confrontation en vérité avec leurs parties prenantes. Comment on va, par exemple, soumettre des reporting, des outils de reporting de fondations aux associations pour leur demander ce qu'il faut changer. Comment on va questionner, challenger les partenaires financiers sur leur posture. Comment on va ouvrir des discussions avec des partenaires opérationnels pour plus parler du problème et moins parler de la solution. Ça a ouvert aussi l'envie de créer de nouvelles expériences empathiques, de prendre soin des relations, organiser des vies ma vie pour, dans un collectif, mieux comprendre les contextes et les enjeux des autres partenaires de ce collectif.
ça a donné pour certains envie de prendre sa propre responsabilité et de pas attendre que les autres changent. Et ça, c'était très intéressant de repérer ça, c'est-à-dire de se dire comment effectivement, moi, en tant qu'association, je peux être à l'origine d'une discussion différente avec mes partenaires financiers. Comment, en tant que fondation, je peux prendre sur moi de réfléchir à mes pratiques et de me poser ces questions en termes d'introspection sans attendre d'être sollicité. Comment, en tant que prestataire aussi, accompagnateur ou évaluateur, je m'autorise à mettre dans dans mes prestations d'accompagnement des choses qui ne sont pas demandées, comme de travailler sur ses effets de bord, de travailler sur, de laisser plus de place aux doutes, de mieux prendre en compte les autres parties prenantes avec lesquelles on navigue et enfin comment certains sont repartis avec l'idée de mettre au travail ce qu'ils avaient entendu et reçu des autres parties prenantes, puisqu'ils avaient donc euh, au travail chez eux en transmettant et en voyant ce qu'ils frottaient dans leur pratique, en luttant contre un mouvement un peu d'auto-assurance aussi, d'auto-satisfaction qui empêche de questionner les effets de bord. Et puis, donc en conclusion, on voit, moi, ce- je me suis dit, qu'est-ce que ça nous a apporté, ça? Je ne suis pas sûre que on ait appris sur le fond beaucoup de choses. Peut-être on a déjoué certaines appréciations, certains stéréotypes, mais c'est vraiment le fait de construire ensemble cette lecture en collectif avec les parties prenantes qui croisent leurs regards au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on était dans la même salle, dans les mêmes groupes. Du coup, quand on disait, ben là, moi je fais ça, peut-être que je devrais pas faire ça, ben, on le disait pour soi et on le disait aux autres. Et donc, ça donne beaucoup plus de poids et d'intérêt à l'exercice, ça nous donne du commun et on sait qu'on est capable de créer ces espaces où on peut un peu ensemble s'ouvrir à la complexité, et puis faire tomber. Moi, ce que j'avais trouvé excellent, c'est de voir qu'on pouvait faire tomber les masques un peu de la posture qu'on doit adopter habituellement dans ces rencontres interparties prenantes et engager des discussions sur des sujets difficiles ensemble en ouvrant des espaces de vulnérabilité. Voilà ce qu'on pouvait vous partager à ce stade. Moi aussi, j'ai été un peu longue, désolée, mais c'était l'occasion d'échanger ça. Peut-être, Léna, tu as vu passer des questions pour conclure, il nous reste un bon quart d'heure. Des questions qui pouvaient s'adresser à Élodie, Marélie, Stéphane, Anne ou à nous, l'exploration systémique à travers cet exemple des murmures. Oui, bien sûr. Il y avait notamment une première question pour Insit de Fanny. Donc, je la lis, ce sera plus simple, mais dans cette dynamique systémique et gouvernance partagée, est-ce que la création de cercles/collèges n'a pas réduit l'interconnaissance entre acteurs de différents univers, la coopération entre les parties prenantes? Dans notre expérience, les cercles par univers peuvent créer aussi des silos. Comment est-ce que vous avez fait pour éviter cet effet et favoriser les coopérations transversales? Marélie, Elodie? Tu veux y aller, Lo? Non? Ok. Il y a plusieurs éléments de réponse. Je comprends l'inquiétude, entre guillemets, ou le retour d'expérience sur le fait que ça peut favoriser les silos. Nous, c'est intégré dans une logique. Donc, il y a évidemment des cercles, mais en fait, chaque cercle se retrouve dans des cercles englobants. Donc, par exemple, le cercle mère, le cercle jeune, le cercle partenaire, il y a un représentant de chacun de ces cercles au conseil d'administration. Donc, en fait, il y a un espace englobant, on va dire, où l'ensemble se retrouve, échange et peut partager. L'avantage de ces silos, entre guillemets, c'est que ça quand même permet d'être entre pairs, de faire de l'interconnaissance forte, d'aller plus loin avec des objectifs communs, etc., tout en ayant une attention, en fait, à permettre des temps d'échange intersexes, soit au niveau d'un cercle englobant, comme ça pourrait être le cas au niveau du conseil d'administration, soit et surtout, en fait, avec des temps de rencontre. Par exemple, là, en 2025, on a organisé des rencontres au Sénat sur la question vie et voix de l'ultra-ruralité. Mais en fait, là, c'est des moments où on a une attention justement à ce que la rencontre, elle puisse opérer
avec des animations, notamment à travers des outils d'éducation populaire, qui permettent, on avait par exemple des interviews croisées des jeunes auprès des élus, des partenaires auprès des jeunes et des élus, etc. Et Hello l'a dit tout à l'heure, et peut-être que tu vas revenir là-dessus, sur la question de la convivialité. En fait, c'est un élément et c'est un ingrédient clé pour pouvoir faire commun les uns et les unes avec les autres et où ces espaces de rencontre, non seulement ça est un échange, on va dire, autour de l'objet qui nous réunit, mais en fait de connaissances et de rencontres. Hello, si tu veux, je te passe. Oui, oui, non, je pense que la convivialité, elle est l'ingrédient qui permet de ne pas tout formaliser, en fait. Je crois pas, je crois que naturellement, si on positionne même des cercles, on voit bien qu'il y a des périmètres et qu'il y a des choses qui sont fermées. Et en fait, c'est comment on amène les individus, et par ce moment-là, dans cette rencontre-là, à dépasser aussi juste l'action qu'ils ont à l'intérieur de leur cercle. Et la convivialité, pour moi, elle permet ça. Elle permet de la confiance, elle permet à un moment donné de mieux comprendre les enjeux, elle permet aussi du débat contradictoire. Et je pense que c'est ce qui manque. Et peut-être que c'est plutôt à se dire, on a, nous, une sorte de fonctionnement de la gouvernance et des règles qu'on s'est mises qui est très organisé, très formalisé, qu'on essaye de plus en plus avec, en tout cas, une photo d'INSEAD qui ressemble plus à un cours de biologie avec des cellules dans des cellules. Mais à se dire, en dehors de ça, qu'est-ce qui fait que ça marche? Et ce qui marche, c'est l'ensemble des événements qu'on organise quand on fait les journées artisans d'idées, c'est parce qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont là. Ça, c'est la vision, entre guillemets, j'ai envie de dire, théorique. Mais ce qui marche, c'est quand les gens sont en même temps, au même endroit, au même moment, et qu'il se passe quelque chose qu'on est incapable d'écrire, en fait. Et nous, on va juste essayer de formaliser l'intention en donnant un peu un cadre obligatoire avec plutôt des angles un peu sécurisés ou directifs de qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Mais en vrai, je ne vais pas dire que c'est une excuse à refaire commun, mais quelque part, oui, et à plein d'échelles de la structure. Ça va dans les villages, comme ça l'est quand on fait un événement au Sénat ou quand on va faire un comité de pilotage ou autre. C'est à quel moment, nous, on a la responsabilité de quand INSEAD prend la parole ou rend compte ou réfléchit, elle doit le faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et je pense que c'est une des choses qu'on s'impose pour s'éviter qu'à un moment donné, il y ait cette réflexion par silo. Après, la réflexion par silo, elle amène de l'expertise, elle amène plein de choses. Par contre, de manière à faire commun, je pense que c'est l'attention à se dire cet espace de convivialité, il est nécessaire. Un, parce qu'il nous fait plaisir et qu'il nous fait du bien, mais aussi parce qu'on pense que c'est celui qui permet aux gens de s'y investir et d'aller aussi un peu plus loin pour eux-mêmes et pour ce qu'ils portent. Et je trouve que ça, enfin, ce que tu viens de dire, ça répond aussi à une autre question qui a été posée dans le chat, de la question des échelles, de l'agricultrice du coin au national. C'est en fait comment tu crées des espaces à ces différentes échelles, en fait. C'est comment chacun dans son métier, en fonction de là où il intervient, ben, il intervient à des échelles différentes. Et d'autre part, comment tu crées ces espaces de rencontre à travers des journées artisans d'idées à l'échelle ultra-locale ou à travers des espaces au national. Pour citer un autre exemple, on a fait un café de campagne, qui est un webinaire qu'on fait tous les mois, celui des vœux. On a fait là avec le ministre. Ceux qui étaient intervieweurs, c'était des maires directement qui ont posé des questions au ministre. C'est comment nous, on a cette responsabilité de recréer le lien entre notre partie prenante et d'autres parties prenantes qui sont les nôtres à des échelles très différentes. Et en fait, je pense que l'approche systémique, elle nous a aussi systématisé ça. On avait l'intention de le faire dans la participation et autres, mais à se dire, en fait, ils ont cette place-là. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que des maires d'un tout petit village puisse poser la question au ministre de la Ruralité sur des sujets qui lui incombent et auxquels nous, avant, on était un peu une sorte de facilitateur, mais on était acteur. On l'est toujours, mais maintenant, je trouve qu'on a plus cette phase de facilitation de organiser la rencontre entre nos parties prenantes et d'autres parties prenantes décideurs à différentes échelles et de recréer, en tout cas, le dialogue avec l'ensemble des actions qu'on mène. Et on a fait exactement la même chose d'un café de campagne organisé par les jeunes du cercle jeune et toujours à destination de l'ensemble des acteurs de la communauté. Pardon Léna, je vois que je te Non, laisse génial, terminer. merci beaucoup. La secret sauce de la convivialité, on adore. C'est top. Du coup, dans ce sens-là, il y a une autre question, peut-être, Stéphane, Anne, si vous avez des retours plutôt sur comment est-ce qu'on on assure la pérennité de cette discussion avec les parties prenantes. On voit qu'au moment où on monte un projet, au moment où on l'initie, c'est un réflexe d'aller associer différentes parties prenantes très différentes pour co-construire un projet. Et après, comment est-ce qu'on s'assure dans la durée qu'on reste bien dans une démarche partagée sur du long cours, aussi quand il peut y avoir des enjeux d'essoufflement. Anne, j'y vais, tu me complètes. Ouais, ouais, vas-y. En fait,
c'est un peu la raison pour laquelle nous, on essaye nous, on fonctionne par programme, hein. On a des programmes de 2 ans. Quand il y avait encore des moyens dans le circuit, nos programmes pouvaient durer 3 ans ou 4 ans. Et donc, ça assure d'avoir avec les partenaires, les protagonistes, une coopération sur le temps long. Et pour nous, on s'est noté que un des éléments importants de ces programmes, c'est de leur rythme, en fait. C'est d'arriver à trouver des rythmes où ils sont associés au bon moment. Il faut comprendre quand même que faire coopérer des agents publics, des élus, enfin, c'est compliqué, des chercheurs, je parlais tout à l'heure, c'est compliqué partout, hein, mais c'est quand même des publics quand même qui n'ont pas l'habitude de coopérer. Donc nous, c'est toute une alchimie où il faut trouver des temps de coopération en ligne, en présentiel. Enfin, quel est le bon On essaye de pas user du présentiel pour des trucs qui nous paraissent pas enfin, pouvoir être faits en ligne. On documente beaucoup ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on garde aussi une preuve d'existence, un peu comme une preuve d'amour de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que tout est documenté avec eux. Souvent, ils coécrivent avec nous nos productions. Donc voilà, c'est tout un boulot euh, de, euh, Alors, et par ailleurs, j'ajoute que quand on rentre dans nos programmes, on doit accepter de consacrer, de participer à ce programme à hauteur de 2 à 3 jours minimum par mois, par exemple. C'est conventionné avec nos partenaires. Donc la participation, elle fait partie, c'est une condition. En fait, nous, on refuse les coopérations, les propositions où on est mis en mode presta parce qu'on n'est pas du tout une structure commerciale, mais on pose d'emblée les conditions. On demande même que les agents aient des lettres de mission qui les protègent pour participer avec nous. Donc il y a tout un boulot pour protéger cette coopération, la rendre possible. On donne des instructions aux cadres pour qu'ils expliquent en comité de direction pourquoi tel et tel agent participe à la démarche. Donc effectivement, il y a tout un cadre à poser et il fait partie de la convention, des routines, voilà. Et donc du coup, ils savent dès le début que si on travaille ensemble pendant 2 ans, bah, il va y avoir cette implication de leur part, etc. Donc c'est le genre de choses qu'on essaye de faire. Ça résout pas tout pour autant, mais c'est quand même une façon d'inscrire l'idée que la coopération, c'est la philosophie dans laquelle on va s'inscrire, en fait. C'est pas juste un truc additionnel et sympathique. Ça fait partie du travail quand les gens travaillent avec nous, quoi. Peut-être on peut répondre aussi au titre de l'explo et de la suite de ces murmures. Par exemple, nous, c'est vraiment une question qu'on vous partage. Léna disait en introduction, on préfère partager nos questions que des affirmations, mais nous, on a beaucoup d'échanges en petits cercles, en bilatéral, en petits groupes avec des parties prenantes avec lesquelles on avance, on coévolue, comme le rappelait Léna. On a fait cette première journée de rencontres multi-acteurs où on a créé cet espace, on a besoin d'échanger plus les uns avec les autres, on le sait. C'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on donne comme suite et là, on est vraiment dans la réflexion de est-ce que on fait la même rencontre, mais en amenant un plus un à chaque fois, donc on élargit le cercle. Est-ce qu'au au contraire, on garde les liens qu'on a pu créer avec ces premiers acteurs et on creuse avec eux, ou est-ce qu'on aide des participants de ces premières rencontres à créer des espaces de rencontre dans leur propre cercle. Du coup, c'est une question sans fin et sur lesquelles on va beaucoup se pencher dans les prochains mois de savoir comment on continue et qu'est-ce qu'on fait pour continuer à mobiliser les parties prenantes dans cette logique d'empathie, de discours en vérité et de co-responsabilité. Merci Marion, quel beau programme. Du coup, une dernière question peut-être pour tous les trois, mais rapidement. C'est une question de Pierre. Donc plutôt sur ce qui est plus difficile, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de ce qui a bien réussi, mais ce qui est plus difficile. Donc comment l'approche systémique réussit à embarquer certaines parties prenantes réticentes au départ, notamment parce qu'elles ont beaucoup à perdre dans une démarche collective en termes de pouvoir ou de privilèges économiques. Et une fois embarquées, comment éviter que les comportements naturels ne reviennent au galop?
Ok. Non, moi j'ai trouvé. Enfin, Élodie, super. Élodie, ouais, peut-être sinon, vas-y. Non, vas-y, Marion, vas-y. Ben, moi j'ai trouvé. On va pas parler pour l'Explo, mais j'ai trouvé que justement c'était très inspirant ce que vous avez fait à la 27e région avec les Vigot Lab, c'est-à-dire de se rendre, plutôt que dans les démarches classiques, on se dit, on repère ses parties prenantes, et puis on a ceux qui sont à fond d'accord avec nous, ceux qui sont à fond pas d'accord, et puis le centre mou là qu'on essaye d'embarquer, mais de se dire, ben, plutôt que d'éviter d'aller se confronter à ceux dont on pense qu'ils sont essentiels au changement, mais dont on sent bien qu'ils sont pas super investis, comme pouvaient l'être les propriétaires sur le Vigot Lab, d'aller vraiment prendre du temps pour échanger avec eux, et de créer du lien par une meilleure écoute sur ce qui les préoccupe. C'est quand même une voie clé. Euh, ça demande de prendre sur soi, j'imagine, selon les contextes, mais ça, c'est quand même très intéressant. Et je pense que, en tout cas, nous, c'est le pari aussi qu'on a fait dans les murmures. Je pense qu'une fois qu'on a tombé les masques, on les remet pas si facilement si on continue à créer du lien, de la convivialité et de l'échange. Mais c'est une hypothèse. Moi, c'est peut-être le fait de me dire aussi, il y a les endroits où nous, on est moteur et dans lesquels on a plutôt des gens qui viennent dans notre démarche collective. Et là, je trouve que parfois, c'est complexe quand il y a ces freins. Et souvent, je me dis à quel endroit je peux les rencontrer dans un autre système dans lequel je suis invitée, dans lequel il faut que j'aille, dans une démarche collective qui est différente, qui est peut-être pas dans mon intérêt premier, pour les rencontrer autrement dans une zone dans laquelle ils sont pas dans le conflit et dans laquelle la manière dont moi j'investis ça a un effet miroir et qui permet de faire bouger des lignes à d'autres endroits et que le jour où moi je les ramène, c'est aussi parce que j'ai pris le temps de la rencontre, de la convivialité dans un endroit qui est moins en pression pour eux, pour les ramener ensuite chez moi et potentiellement avoir une marge de manœuvre un peu plus forte pour faire bouger les comportements là-dessus. Mais ça pose aussi la question de quel temps on a à investir parfois dans des systèmes qui sont plus éloignés des nôtres. Et je trouve que ça aussi, c'est hyper intéressant. Et la systémie, elle nous a appris ça, c'est comment on jette une pierre bien plus loin que l'intérêt premier qu'on a à avoir au départ, parce que demain, elle aura un retour pour investissement, et de regarder la question de manière plus large et de où sont les gens. Et je trouve qu'il y a aussi la dimension de revenir au problème, c'est-à-dire qu'a priori, on est là parce qu'on essaye de répondre à un problème commun, et donc de réussir à identifier déjà quel est ce problème commun et c'est quoi la souffrance qui est générée par le problème, c'est quoi la vision que chacun a, et ça permet aussi de se repositionner peut-être plus facilement. Peut-être Et ça, ajouter. l'animation que vous aviez fait, peut-être juste sur la question de la cartographie systémique des parties prenantes, je trouve que ça serait intéressant si vous le partagez du côté de l'Explo, parce que ça vient nourrir ces réflexions et repositionner les uns et les autres aussi. Peut-être aussi un élément de doctrine, entre guillemets. Nous, on a épousé un peu les principes de la théorie de l'enquête, dans lequel, en fait, on essaye de mettre tout le monde en mode enquête, en fait, y compris ceux qui ont l'impression déjà de tirer leur marron du feu, ou d'avoir des problèmes budgétaires, etc. Comment on est tous un peu invités à comprendre ce qui se passe, et à faire travailler cette dimension réflexive. Après, et je ne veux pas terminer sur cette note, mais tout ce qu'on dit est quand même de plus en plus compliqué dans la période qui s'ouvre, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens moins disponibles, des espaces de plus en plus contraints, nous des agents de collectivité moins disponibles, avec moins de bandes passantes et de psychisme prêts à faire tout ça. Enfin, je pense que si on est honnête, il faut aussi qu'on se raconte qu'en ce moment, c'est particulièrement compliqué quand même, hein. Je pense que par moment, on se parle comme si on était il y a 2 ans ou 3 ans. Là, on est dans un moment très particulier. Désolé de rappeler ça quand même en fin de webinaire, mais la disponibilité, l'empathie, etc., dans cette période, c'est quand même un truc. On parle aussi de montée de l'égoïsme. Enfin, donc, tout ça n'est pas. C'est vraiment important qu'on ait des temps comme ça et qu'on défende collectivement ce truc-là. Il n'empêche qu'en ce moment, c'est quand même pas simple. Merci Stéphane pour J'ai ce... cassé l'ambiance, c'est bon? Non, pas du tout. Pas du tout, je crois qu'on le sait, que ça nous fait du bien de réatterrir dans du concret, dans ce qui se passe vraiment au quotidien dans nos organisations, dans nos interactions avec d'autres parties prenantes, plutôt que de parler uniquement
Bref, il y a 2, 3 ans, tu as raison. En tout cas, c'était aussi le mot de conclusion qu'on voulait partager ce matin, c'est de se dire que les temps sont plus difficiles, notamment pour cultiver l'empathie, qu'on le sait qu'en temps de crise, on a plutôt une tendance à se replier sur soi. Et donc, peut-être une invitation collective à redoubler d'efforts, à cultiver l'empathie, à essayer de mieux comprendre les parties prenantes. Enfin, tout ce que vous nous avez expliqué, à la fois en vision macro, politique pour notre écosystème, mais aussi à l'échelle très pratico-pratique de concrètement comment on fait pour essayer de penser que tous les autres sont des cons. Parce que quand même, ça fait partie aussi des questions de base quand on cultive l'empathie avec les parties prenantes. Donc merci beaucoup à la fois pour cette vision globale, ces atterrissages très opérationnels, pour vos témoignages. Merci pour toutes vos questions. C'est génial d'avoir ces discussions par chat. On a très envie de continuer à discuter avec vous, donc vous avez nos mails. N'hésitez pas à nous écrire. On adore cultiver le dialogue. Marion Dourou, est-ce que tu veux conclure ce webinaire avec 2 minutes d'avance? Ah, je cherchais une citation mais non, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation et effectivement rappeler que c'est un effort qu'on se doit. Ça m'a fait beaucoup penser aussi, et du coup, c'est peut-être une ouverture. Euh, on en reparlera bientôt, mais au travail qu'on fait au sein de l'exploration systémique sur les polarités à un moment donné et sur ces parties prenantes, de se dire il y a des moments où on doit choisir entre peut-être des fois faire avec et faire contre. Il y a des réflexions qu'on doit avoir sur à quel endroit on se place aussi en fonction des contextes, mais toujours dans l'idée effectivement de pouvoir comprendre ce qui se passe le mieux possible. C'est ça que nous apporte l'approche systémique, c'est d'essayer de comprendre, et pour comprendre, il faut être curieux et écouter. Du coup, beaucoup de curiosité à vous pour cette année 2026. On reviendra prochainement avec d'autres propositions d'échanges et de webinaires, et on sera ravis de poursuivre les échanges avec vous. Merci d'avoir été là ce matin et d'avoir commencé cette semaine avec nous. Et à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée! N'oubliez pas Merci, d'aller écouter Merci Anne beaucoup. Sylvestre juste après. merci. Merci à vous, au revoir.